Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un Bat Reviews consacré aujourd'hui à nos lectures Batman parues chez Urban Comics au mois de février 2026. Attention, il y a du lourd, attention, il y a des récits Batman très attendus, il y a des récits moins attendus, mais je vous cache pas que j'ai préparé l'alerte Siegfried au cas où. Puisque on parle de lui, et bien moi c'est Nico et je suis accompagné de deux autres membres de la team Batman Legend et peut-être une troisième surprise, on verra bien, mais en attendant, Siegfried est là. Salut tout le monde. Mais aussi Kevin. Bien, bonjour tout le monde. Voilà, donc nous sommes tous les trois pour l'instant, peut-être rejoints par un autre membre de la team plus tard, mais ce n'est pas sûr. Voilà, pour être totalement transparent avec vous. En attendant, les amis, je vous propose qu'on enchaîne avec... alors, en préambule, tout de même, il ne faut pas que j'oublie ce point-là. En préambule de ce podcast, j'aimerais préciser une chose. Vous savez que pendant le mois de février, il y a deux récits majeurs qui sont... Enfin, majeurs. Un récit majeur et un récit, je ne sais pas, on verra, qui sont prévus, notamment le Batman, le dernier Halloween, qui était quand même très attendu, et le Batman Deadpool, un crossover Marvel DC assez... qui, on va dire, attise la curiosité, on va dire ça comme ça. Donc, ces deux récits-là ne seront pas traités dans ce podcast. Pourquoi ? Le Batman Dernier Halloween fera, l'objet d'un podcast qui lui sera dédié entièrement, un podcast, un Bat Talk même, consacré à toute le triptyque de Batman Halloween. Et puis Batman Deadpool, comme il est aussi prévu, parce qu'il est en coffret ce mois-ci, mais il est aussi prévu en TPB le mois prochain, au mois de mars. Eh bien, on a dispatché ça sur le mois de mars, parce qu'il y a moins de sorties, moins de reviews. Donc, du coup, rendez-vous le mois prochain pour Batman Deadpool et rendez-vous dans le prochain podcast, notamment le dernier Halloween, dans le Bat Talk. Voilà, petit préambule préparé. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les récits qui seront à l'ordre du jour. Le premier, il y en aura 4. Le premier, c'est le Batman Chronicles 1990 volume 2. Qui est sorti ce mois-ci. Alors, petit préambule, donc c'est collectif, parce qu'il y a beaucoup de numéros dedans, vous le savez, 568 pages au prix de 40 € et c'est sorti le 27 février 2026. Ça sortira le 27 février 2026 quand sort ce podcast. Pour parler de ce récit, je vais donner la parole. Vous en avez l'habitude avec les Batman Chronicles. La parole est à Siegfried. D'ailleurs, petite bizarrerie, il me semble que le volume 2 sort avant le volume 1, que je n'ai pas vu passer. Ah bon ? Mais... Si, il est sorti le volume 1. Il me semble, oui. Oui, il est sorti. Ah oui, Ouais. J'ai plus la date là, mais je vais la retrouver. Et d'ailleurs, Siegfried, est-ce qu'avant de te lancer, tu me permets une petite coupure ? Vas-y. C'est juste pour accueillir Benoît. Qui finalement arrive assez rapidement. Salut Benoît. Salut Benoît. Salut. Alors désolé, je suis pas dans les meilleures conditions, mais voilà, je suis là. Ah, le podcast depuis les toilettes, c'est une première. Ouais. Ça se voit trop là, Benoît. Non, mais ouais. Écoute, Benoît, tu as raté l'intro. Voilà, pour être transparent. Je suis super déçu, pour ça, je m'en vais. Voilà. On allait laisser la parole à Siegfried pour nous parler de Batman Chronicles, volume 2, 1990. C'est bon ? Vous me dites vas-y. Tu peux. Alors, déjà, grande joie. J'adore les Detective Comics dans les Batman Chronicles parce que c'est la grande époque d'Alan Grant. C'est la fin de son run. Vous savez à quel point j'apprécie cet auteur, particulièrement accompagné ici de Norm Breyfogle. Ça commence par une histoire très mineure du pingouin qu'on a déjà vu dans les Arkham, puis une histoire mineure sur Catman, qui est juste un prétexte à parler des fourrières et de l'état des animaux à Gotham, puis un épisode sur le traitement des déchets. Donc, comme vous voulez, on est vraiment dans le quotidien de Gotham. L'histoire la plus fantastique, c'est celle qui va raconter l'histoire de la mort des parents de Tim Drake, comme vous le savez, qui sont morts aux mains d'Obeahman. Une histoire qui n'est pas forcément très intéressante parce qu'il y a des manières étranges de naviguer entre ce qui arrive aux parents, donc ils sont à Hawaï, dans cette espèce de secte vaudou contrôlée par Obeahman, et naviguer entre ça et Gotham, où évidemment Batman et Tim s'inquiètent de ce qui arrive aux parents, essaient d'enquêter pour ce qui arrive, mais sont aussi occupés par d'autres histoires. Donc c'est un peu fouillé, c'est pas forcément très bien dessiné, c'est un peu long, parce que ça s'étire, je crois,
crois, sur 3 ou 4 fascicules, mais enfin voilà, ça fait partie des moments assez importants de cette histoire, puisque Alan Grant, s'il n'a pas créé Drake, fait quand même partie des scénaristes qui vont vraiment, qui arrivent juste après sa création et qui vont vraiment participer à le développer, et ça fait partie des histoires assez importantes qui vont raconter aussi le deuil de Tim et qui le racontent très bien. Et surtout, c'est le retour d'Anarchy, qui donc avait été créé par Alan Grant et qui est un personnage, donc, comme vous le savez, que j'apprécie beaucoup, qu'on retrouve avec toute une bibliographie anarchiste dans ses bibliothèques. On voit même un volume de V pour Vendetta, enfin voilà, plein de petits hommages qui montrent aussi qu'Alan Grant lui-même vient de l'anarchisme à la base, et donc est toujours intéressant quand il exploite ce personnage d'Anarchy, parce qu'à la fois c'est un super vilain qu'il montre parfois un peu ridicule, enfin dont il montre un peu les limites, qui tend quand même à la super vilainie, mais qui est aussi quelqu'un de vraiment intéressant, de vraiment investi, puisque là, en l'occurrence, l'histoire, c'est qu'il vole des millions à Bruce Wayne, et donc, en enquêtant, il découvre que c'est Anarchy, pour les donner à des paysans du Cambodge. Et donc, évidemment, il y a toujours cette question de, certes, il vole, certes, c'est un criminel, mais enfin, son but, c'est quand même d'avoir des discours assez construits contre la colonisation, contre l'État, contre le capitalisme, contre l'impérialisme en général. Et bon, ils veulent des millions qui dorment dans la fortune de Bruce Wayne pour que ça serve concrètement à des gens. Ça aurait pu être un peu davantage poussé. On sent qu'Alan Grant aussi n'a pas toute l'attitude qu'il voulait. Je rappelle qu'à l'origine, il voulait en faire le nouveau Robin. Et bon, finalement, on a décidé que c'était un peu radical, et c'est juste Tim Drake qui est beaucoup plus plat, on va dire, plus insipide, gentiment insipide, qui l'a remplacé. Et donc peut-être qu'il y a aussi une volonté de ne pas trop glorifier Anarchy, même s'il reste tout à fait intéressant. Mais voilà, ça faisait plaisir de le retrouver. En tout cas, c'est toujours intéressant parce que c'est des histoires qui sont très sociales, très terre à terre, et même quand elles sont assez mineures, enfin, encore une fois, on parle de déchets ou de fourrières avec Catman, enfin vraiment des histoires qui pourraient être un peu ridicules ou secondaires à un point où vraiment on s'en ficherait complètement. Il y a quand même une volonté de montrer que Batman ne réussit pas toujours, et que finalement, à force de le voir affronter des grands super vilains, il en arrive peut-être à manquer de perspective sur ce qui arrive dans la vie du commun des mortels, parce que le commun des mortels touche le SMIC ou moins que le SMIC, et essaie de se débrouiller et est confronté à la petite criminalité. On a aussi toute une histoire sur un groupe de jeunes qui essaient de se débrouiller, mais du coup sombre dans la vente de drogue, et comment il faut les discipliner. Enfin voilà, c'est beaucoup de petits questionnements qui essaient de renouer, je pense, avec toute la grande époque de la toute fin des années 60, début des années 70, de l'entrée dans ce qu'on appelle l'âge réflexif du comics, avec notamment le run de Neil Adams et Dennis O'Neil sur Batman. On a ensuite les premiers Batman d'Ostrander, donc qui est quand même un grand scénariste, et qui, pareil, là s'impose assez ici sur des histoires qui sont un peu mineures, parce que il faut qu'il essaie de renouer avec cette grande époque de Grant, et qu'il essaie un peu sa propre patte. Donc, il propose quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il a une histoire un peu méta sur un scénariste qui se dit, je peux écrire des comics sur Batman, puisque Batman, c'est un criminel, donc il n'y a pas de droit, il n'y a pas de copyright sur Batman. Donc dans l'univers de Batman, on a quelqu'un qui va écrire l'histoire de Batman, et l'histoire d'un Batman un peu malfaisant, qui est sous l'emprise d'une espèce de démon qui tue les criminels, et du coup, les gens vont finir par associer ce Batman de la fiction avec le vrai Batman, entre guillemets, et par avoir peur du vrai Batman. Donc c'est assez intéressant. Malheureusement, c'est un petit peu fouillis, mais c'est intéressant parce qu'on voit aussi ces planches de faux Batman un peu méta, où c'est vraiment un Batman démoniaque, c'est complètement baroque. Enfin, on se demande un peu ce qui se passe par moment. Donc c'est assez drôle. Ça aurait pu aller un peu plus loin, mais enfin, ça reste plutôt chouette, et surtout, c'est un traitement qui est quand même assez original et qui a le mérite d'être un peu mémorable. On a un annual d'Archie Goodwin, Dan Jurgens et Dick Giordano à l'ancrage, qui est un petit peu bof, et surtout ça finit avec le Suicide Squad d'Ostrander en 4 fascicules. Non, ça finit pas. Il y a le Suicide Squad d'Ostrander en 4 fascicules qui permet la création d'Amanda Waller. L'histoire est vraiment pas intéressante, mais ça pose déjà Amanda Waller comme un personnage qui va compter, qui est extrêmement intelligent, qui est assez redoutable, qui ressemble vraiment à l'Amanda Waller contemporain. Donc vraiment, Ostrander là a eu du flair. Et ça finit avec le Batman 3D de John Byrne. Donc c'était une époque où on essaie de renouer avec le comics en 3D, donc avec les lunettes 3D pour lire les comics en volume. Évidemment, on ne propose pas la lecture en 3D ici, parce que du coup, si on n'a pas les lunettes 3D, c'est illisible par l'espèce de mélange de couleurs pour que ça soit visible par les deux yeux. Donc là, c'est juste en noir et blanc. Mais le noir et blanc permet vraiment d'apprécier pour le coup le travail de dessin et d'ancrage de John Byrne, parce que souvent, avec la colorisation, surtout un peu datée, ça ne rend pas toujours honneur à son vrai talent son trait qui est toujours très fin. Donc on voit beaucoup d'effets de tentatives de volume qui évidemment ne sont pas du tout retranscrits par le fait qu'on ne lit pas le comics en 3D. Et l'histoire est assez insipide, mais le but c'est vraiment de proposer plein de rebondissements et d'avoir une relative inventivité formelle pour que ça soit assez lisible en noir et blanc, et que ça soit sans doute assez épatant en couleur en 3D pour l'époque. Donc c'est
probablement un des volumes les moins indispensables qu'on ait eu pour l'instant du Chronicle. Vous savez que c'est sans doute la série sur laquelle on a eu le plus d'alertes Siegfried. Et malheureusement, il y a des choses qui sont très bonnes, hein, vraiment. Pas d'alerte ce soir ? Non, pas du tout. C'était celui sur lequel, moi aussi, je m'attendais le plus à le trouver. J'adore vraiment les comics, y compris d'Alan Grant ici, aussi parce qu'ils sont mineurs, justement parce qu'ils sont mineurs, ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir sur Batman, au contraire, surtout avec les horreurs de Wade qu'on a lu récemment, où vraiment chaque comics, on a l'impression qu'il va inventer une menace plus cosmique et plus destructrice que la précédente, parce que sinon on va pas réussir à capter le lectorat. Là, au contraire, on a presque l'impression qu'on se moque de nous à nous raconter une sorte de fourrière, une sorte de déchet juste après, enfin vraiment à réduire l'échelle vers toujours des plus petites gens avec un Batman toujours plus impuissant et toujours au second plan. Et donc ça, c'est vraiment très chouette, mais ça n'empêche que ça n'en fait pas des récits forcément extrêmement mémorables ou puissants. Et en l'occurrence, cette approche de Grant était quand même encore plus impressionnante sur les précédents comics. Enfin, ce sont des choses très fortes sur la colonisation, par exemple, où le discours était aussi un peu plus péchu. Donc c'est bien, mais c'est un volume qui est vraiment dans la moyenne, qui compte même pas tant que ça en termes de continuité, parce que certes, c'est la mort des parents de Tim Drake, mais enfin, même Tim Drake, aujourd'hui, il est un peu oublié. Enfin, c'est vraiment un Robin qui est assez au second plan. Et la mort de ses parents n'est même plus vraiment évoquée dans les dernières continuités. Donc, il n'y a rien de majeur en termes de continuité, il n'y a rien de majeur en termes de comics. Il y a pas, vous n'avez pas Killing Joke dans ce volume-là, par exemple. C'est un bon volume dans le mineur. Et bon, moi, je mets un 3,5 sur 5 parce que je suis assez sensible à ces approches-là, mais je comprendrais qu'on soit encore un peu moins sensible. Il n'y a rien de vraiment catastrophique, mais il n'y a rien de vraiment brillant non plus, ni en termes de dessin, même si Ambry Fogg est toujours assez compétent sans vraiment briller dans ces comics-là, ni en termes de scénario. Ok, 3,5 sur 5 pour ce Batman Chronicles volume 2 de 1990. Et pour précision, du coup, on en parlait au début, on avait un petit doute, le volume 1 est daté pour le 28 mars 2025, donc il y a presque un an, chez Urban. Voilà. Ouais, j'ai complètement oublié. C'est presque étonnant de publier à un an d'intervalle les deux parties d'une même année, mais ma foi. Ouais, c'est vrai que ça fait assez long, mais bon. Mais surtout que le volume 1 parlait de la mort des parents de Tim Drake, si je me souviens bien. Et on avait justement été surpris parce que cette mort n'était pas apparue dans les comics, parce qu'en fait, c'était les comics Batman qui se déroulaient en parallèle les Detective Comics. Parce que comme cette mort survient dans les Detective Comics, qui en fait, du coup, sont publiés dans le Batman Chronicles, publié un an après, on l'évoquait avant même de l'avoir dans les comics. Et bon, c'était un peu surprenant en termes de continuité, mais on peut comprendre aussi les débats éditoriaux, parce que ça reste quand même des masses à traduire, à compiler. Mais bon, ça peut produire ce genre d'étrangeté. Tout à fait. Donc voilà, ce Batman Chronicles 3,5 sur 5. Merci Siegfried pour ce petit topo. Et je sais que beaucoup d'entre vous attendent que l'on parle de Absolute Batman, tome 2. Eh bien allons-y. Allons-y dans ce Absolute Batman. Je sais qu'on avait pas mal aimé le premier. Du coup, je vais lancer Kevin dessus. Kevin, est-ce que tu as aimé ce deuxième tome ? Alors, attends, il faut vraiment que j'arrive à prendre le coup. Je vais quand même faire le petit topo. Absolute Batman tome 2, c'est Scott Snyder, Nick Dracota et Marcos Martin. 25 €, 248 pages et ça a été publié le 13 février 2026. Voilà, vas-y, je te laisse la parole. Alors oui, ils ont mis aussi les Scott Snyder, mais il y a d'autres scénaristes et beaucoup d'autres dessinateurs dedans également. Mais bon, on peut pas tout mettre sur parce qu'il y a un annual qui rassemble plein de petits... Il y a un annual, il y a aussi une autre histoire dedans. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi ce récit-là. Donc après avoir battu le gang de Black Mask, là on parle totalement d'autre chose. On a surtout une intro avec le méchant Mr. Freeze, donc la version absolue de Mr. Freeze, où on n'a que 2 chapitres qui annoncent en gros c'est une sorte d'intro pour le récit principal, juste pour un certain lieu qui s'appelle l'Arche M, et c'est tout. Donc j'ai été un peu déçu quand même par cette intro rapide pour Mr. Freeze en tout cas. Je pense on est certainement amené à le revoir plus tard dans le récit, mais bon, c'était juste une petite intro de pas grand-chose. Ça fait la découverte d'un nouveau personnage dans l'univers absolute. Oui, ça fait toujours plaisir de découvrir la version absolue de Mr. Freeze, mais j'ai trouvé qu'on n'en apprenait pas assez. Enfin voilà, il y avait quand même pas mal de questions en suspens. Après voilà, bon, on a enchaîné ensuite sur Bane, mais bon, je pense qu'on va être amené à le revoir de toute façon, Mr. Freeze. Et pour ce qui est de l'histoire de Bane, là on est sur quelque chose vraiment, comme dans le titre, hein, c'est Abomination.
Bah là, on est sur quelque chose de vraiment abominable. Bane, c'est un monstre. C'est du muscle à l'état pur. C'est un bâtiment de 3 étages. c'est du jamais vu Et t'as pour pas vu Bane. Benoît à la plage, hein. Pardon? Et t'as pas vu Benoît à la plage. Benoît à la plage? Non, je l'ai pas vu. Non, Vaut mieux pas. non, je l'ai pas encore vu. Je sais pas. Voilà. Mais bon, je te crois. Hein, je te crois. À côté, Bane. Ah bah, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a un Bane vraiment monstrueux. C'est du jamais vu pour ce personnage. On est dans un excès totalement assumé hein, du récit de Scott Snyder. C'est vraiment assumé toute cette masse musculaire. Voilà, c'est vraiment une version absolue. Moi, j'appelle ça comme ça. Pareil pour Batman. Batman, il est encore plus violent que dans le tome précédent. Tout le récit, d'ailleurs, est beaucoup plus violent que le tome précédent. On a pas mal de sang, on a pas mal de démembrements, on a pas mal de... Voilà, ça se fracasse de partout. Enfin, voilà, c'est juste incroyable, la violence. Ça fait très longtemps, enfin, en tout cas, si on le compare au Batman qu'on connaît très bien, ça n'a rien à voir. La violence, là, on a atteint un degré de violence assez incroyable. Ce qui est tout à fait intéressant et ce qui est pas mal parce que là on a un nouveau Batman, on a de nouveaux méchants dans d'autres versions différentes et ça apporte de la fraîcheur. Donc moi c'est vraiment ce côté-là aussi que j'aime bien, c'est que il y a pas mal de choses qui ont changé. On découvre d'autres choses aussi sur Batman, voilà, sur ce fameux lieu, l'Arche M, qui est un lieu vraiment très très sombre, où on en apprend beaucoup également. On a aussi une histoire autour des amis de Bruce Wayne, qui est assez violente également. Voilà, c'est vraiment très très violent. Pour moi, ce récit-là, je le conseille absolument pas pour des jeunes. Hein. Faut vraiment pas qu'ils le lisent. Oui, on va. Ouais, Voilà, public très, très averti. violent. Public averti. Oui, je l'affirme totalement. En tout cas, pour moi, c'était une très bonne histoire qui était vraiment très bien écrite. Voilà, ça apporte quelque chose de neuf, de nouveau. Après, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut accepter le fait que c'est vraiment dans l'excès. On a vraiment un Batman ultra costaud, il se prend une grosse patate de Bane qui fait 3 étages, sa main, c'est son corps entier. Mais Batman, bon, il est toujours, il va pas bien, mais il est toujours en vie, quoi. Donc c'est vraiment dans l'excès, les muscles, la puissance, la violence et tout ça, mais c'est totalement assumé. Et ça, j'adore. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Après, on a le côté aussi de Batman qui est vraiment très très sombre. Hein. On est sur quelque chose vraiment d'assez incroyable. Et on le voit très bien dans l'annual qui est à la fin, le dernier chapitre, pardon, que j'ai trouvé vraiment excellent également. On n'a pas beaucoup de dialogue, l'histoire est rapide, mais la puissance que dégage Batman, ce Batman-là, cette version-là de Batman, je trouvais qu'elle était assez incroyable. Même au dessin, c'est pas Nick Dragotta, mais j'ai trouvé qu'au niveau des dessins, je sais pas c'est qui le dessinateur de ce dernier chapitre, mais il a fait quand même un très bon travail. On a un Batman extrêmement sombre qui fait vraiment très très peur et extrêmement d'une violence incroyable. Et c'est ce qui rajoute justement de la peur aux ennemis, c'est qu'il est extrêmement violent et il n'hésite pas à casser du bras, défoncer le crâne. Enfin voilà, c'est vraiment très très violent. Et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce dernier récit, parce que ça nous montre vraiment la puissance qu'a Batman sur les ennemis et la peur qu'il engendre aussi à ses ennemis. Donc pour moi, c'est un très bon récit. Même pour le tome 1, moi j'ai adoré. Là, ce tome 2, j'ai encore plus adoré. Je l'ai trouvé encore mieux que le premier, ouais. Ok. Encore mieux que le premier, oui, pour moi. Ouais, Benoît, c'est aussi ton avis? Alors le premier, c'est vrai qu'il annonçait beaucoup de choses intéressantes. Et dans celui-là, je suis d'accord avec ce que disait Kevin, c'est énormément de violence et de quelque chose de brutal en fait. On a vraiment un Bane. Ouais. Alors au départ, avec ces deux histoires avec Mr. Freeze, qui sont pas les plus intéressantes, mais qui effectivement qui amènent, c'est une sorte d'intro tout simplement. Je pense dommage d'avoir finalement traduit cette Arche M, puisque c'est un jeu de mots en anglais pour dire Arkham. Donc je pense qu'il a peut-être fallu une autre traduction ou peut-être le laisser brut.
Mais bon, voilà. Parce que du coup, ça enlève une partie du mystère et du jeu de mots. Mais bref, donc on a cet antagoniste Bane qui est un monstre qui est non seulement physiquement impressionnant, mais également mentalement, puisqu'il il est sournois également, extrêmement sournois. On va plus loin que ce qu'on avait vu dans la continuité normale avec Nightfall, où on a un Bane quand même qui est très intelligent et qui va essayer d'épuiser Batman pour justement l'amener à le briser. Et là, finalement, on suit un peu la même trame où on a ce Bane qui va essayer de le briser mentalement, physiquement également, mais pour le faire devenir autre chose. Moi, je vais pas spoiler spécialement, Pas de spoil. mais voilà, il veut emmener Batman ailleurs, et on a même carrément un récit où on voit ce que Batman pourrait devenir, et j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, waouh, Scott Snyder, il va vraiment vers quelque chose d'autre, et ça pourrait être intéressant. Bon, finalement, non, mais il y a cette volonté d'amener Batman ailleurs et de lui faire voir énormément de possibilités et de chemins qu'il pourrait emprunter, et voir sa conviction finalement à rester plus ou moins lui-même. On a également le personnage de Catwoman qui apparaît, et on voit la relation un peu compliquée qu'elle a avec Bruce Wayne, enfin puisque en fait c'est Selina, mais donc on sait qu'ils sont amis d'enfance et ils ont une relation un petit peu particulière tous les deux. On voit aussi, ça fait office ce tome-là de One Bad Day pour l'ensemble des autres méchants finalement. Puisque il va arriver à certains personnages, aux amis de Bruce, plutôt des grands malheurs à cause de cette sournoiserie de Bane. Et ouais, c'est voilà. vrai que les persos, les amis de Bruce Wayne, qui sont le Riddler, Double Face, le Pingouin, et il m'en manque un, c'est Killer Croc. c'est ça, ils prennent cher. En Oui, fait, ils prennent extrêmement cher. ils étaient ce qu'on disait dans le premier tome, ils étaient assez éloignés finalement de ce qu'on a l'habitude. On retrouvait quelques traits qui nous rappelaient effectivement que c'était ces personnages-là, mais ils étaient assez éloignés de ce qu'on avait l'habitude de. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas aussi caricatural que les autres personnages dans cet univers-là. Les aventures qu'ils vont vivre dans ce tome vont les rapprocher un peu plus de ce qu'on attendait au final à la base, quoi. Ouais, effectivement, pour moi, c'est une espèce de one bad day pour eux, vraiment. Plutôt même plusieurs mois de souffrance. Mais non, voilà, on sent qu'il s'est fait ce plaisir, Snyder. Je vais bien avoir un univers bien torturé, et je vais torturer tout le monde. Il s'est lâché là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, après, je dirais que le dernier, l'affrontement final, est un peu facile, mais en même temps, il faut forcément que le héros gagne d'une certaine façon. Puisque ce qui me dérange un petit peu, c'est que Bane est censé être donc un monstre au niveau physique, mais également un monstre au niveau mental, puisqu'il est censé être l'un des plus grands stratèges qui ait jamais existé. Il a lu l'ensemble des bouquins et des recueils de tous les stratèges possibles et inimaginables depuis la création du monde. Et bon, c'est vrai qu'il se fait battre, je pense, un peu facilement. Après, bon, voilà, chacun jugera. Et effectivement, le dernier chapitre avec, pour moi, ce qui m'a marqué, c'était la Batmobile. Voilà, on sait comment Batman a eu son truck mobile. Mais voilà, non, c'est un tome que j'ai beaucoup aimé. Et surtout la partie What If, ce qu'aurait pu donner Batman, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais, Siegfried, tu es aussi dithyrambique que nos deux amis. Non, malheureusement, et pourtant je m'y attendais parce que bon, beaucoup de retours étaient très positifs et moi j'étais prêt à adhérer au fun décomplexé du volume, d'autant que j'avais plutôt aimé les derniers death metal, justement parce qu'au moins ça assumait vraiment une tonalité plus que, enfin, la transition entre le run normal de Snyder et la partie métal m'avait davantage gêné. Là au moins il y avait une espèce de fun décomplexé, gore, avec vraiment Snyder qui s'amuse, ça me convenait, donc je m'attendais aussi à apprécier là. Déjà un petit coup de gueule, mais ça
c'est quelque chose qui est un peu ressorti de ce qu'ont dit aussi mes collègues, c'est que c'est assez insupportable de ne pas savoir qui a écrit et qui a dessiné chaque fascicule. Comme dit, il y a énormément de scénaristes et dessinateuristes qui sont cités, et il n'y a juste pas de page de garde, il n'y a pas la page de couverture des fascicules avant chaque histoire, par exemple, et donc on ne sait juste pas. Il n'y a aucun moyen de savoir qui a dessiné chaque volume, et je trouve ça juste sidérant. Enfin, c'est un manque de respect, d'autant plus... Il y a une page de garde, c'est juste qu'ils ont enlevé, comme pour les récits principaux comme la série Prime, on n'a plus le nom de l'artiste, de celui qui a fait la couleur, de celui, voilà. Ils ont enlevé les noms, ils ont juste mis chapitre 2, chapitre 3, voilà, c'est tout. Ouais, mais habituellement, dans la plupart de ces volumes de compilation, il y a toujours une page qui est la couverture du fascicule tel que publié en VO, et on en profite pour mettre la couverture, tous les crédits, et là, on n'a juste pas les crédits. Donc, en cherchant bien, on peut retrouver, mais enfin, je trouve que c'est un manque de respect, d'autant plus étonnant, voilà, qu'il y a une grande galerie d'auteuristes, et donc, autant dans le premier tome, c'est Draguta qui avait tout fait, ou presque tout fait, autant là, il y a d'autres grands noms à qui, du coup, on ne rend pas honneur, et c'est un peu dommage, du coup, de ne pas les retrouver, d'autant que, par exemple, on a Clayman qui est cité, et Clayman qui change complètement de style pour faire une espèce de style à la Jock, donc loin du style un peu Ghibli qu'il fait d'habitude, là, c'est beaucoup plus sale, et donc il est complètement méconnaissable quand on n'a pas le nom, et je me suis même rendu compte, en regardant la VO, qu'en fait, dans la VO, le nom, dans l'annual, par exemple, de la VO, il y avait cette petite section avec les crédits des différentes personnes impliquées, qui a été supprimée pour la VF. Donc, il y a une volonté d'effacer tout ça, qui me paraît absolument incompréhensible. Bon, ma foi. Mais disons que ça ne m'a pas mis dans des meilleures dispositions. D'autant que ça permet pas d'apprécier le travail de Marcus Martin sur Freeze, par exemple, qui est un peu stylisé presque à la John Romita Jr. et que j'ai beaucoup apprécié. Et bon, heureusement, dans le milieu des comics, on connaît un peu Daniel Warren Johnson, qui est donc celui qui a fait l'annual assez péchu, où Batman va aller se friter avec des suprémacistes. Donc là, le style est bien plus reconnaissable, mais c'est dommage qu'il faille faire référence à une culture comics pour pouvoir identifier qui écrit ou qui dessine chaque comics, alors que ça va pas être l'occasion justement d'une galerie où on pourrait dire, tiens, j'aime bien tel trait, qu'est-ce que cette personne a fait par ailleurs. Là, c'est juste impossible. Le crédit, enfin voilà. Déjà que c'est un peu dommage que les couvertures ne disent pas toutes les personnes qui ont travaillé dans le volume, même pas tous les scénaristes et tous les dessinateuristes. Alors là, qu'on n'ait même pas ces noms à aucun endroit du comics, à part la page qui liste une vingtaine de noms sans sommaire, c'est assez étonnant. Donc, comme dit, j'ai pas été si convaincu. Ça remplit sa promesse de gore un peu dérangeant, mais du gore que j'ai rarement trouvé vraiment inventif. Comme vous dites, il y a ce côté un peu what if, qui est assez sympa, même si c'est un peu fou. Le moment le plus gore, qui est un moment, on va pas spoiler parce que c'est une des surprises, est montré d'un peu loin, est un peu sale, on voit pas très bien, c'est un petit peu dommage. J'aime bien cette idée de faire finalement, c'est une espèce de monde alternatif avec un filtre body horror, et vraiment un filtre body horror assumé, parce qu'il n'y a pas un seul personnage pratiquement qui ne va pas se retrouver complètement mutilé, avec des organes gonflés à un moment donné. Bon, c'est un peu dérangeant, c'est un peu drôle, c'était le but, mais disons que ça ne cherche pas à créer beaucoup d'enjeux, et ça, c'est un peu ressorti dans ce que vous dites aussi. Tout ça finit dans une espèce de grosse bagarre qui est un peu commune, qui est un peu longue, parce que c'est la grosse bagarre qui est la victoire contre Bane, et qu'on a disé pendant longtemps, donc il fallait évidemment une grosse bagarre, mais finalement, une grosse bagarre contre un gros Bane, on a déjà vu un peu ça. Mais nous, on voulait la bagarre. Ouais, mais justement, autant dans le premier tome, il fallait poser les bases de ce nouvel univers. Et du coup, il y avait quand même pas mal de pistes pour montrer la relation de Bruce avec ses parents. Il y avait tous les story qui m'avaient un peu dérangé parce qu'il était un peu surexplicité, mais au moins, on la voyait bien. Comment Batman crée ses relations avec les différents protagonistes qui évoluent autour de lui. Donc, il y avait quand même cette volonté de poser un nouvel univers. Là, c'est vraiment, l'univers est posé, on va faire de la bagarre. Et il y a très, très peu de moments de reconfiguration de personnages. On est vraiment dans du Snyder qui relâche complètement la pression, qui cherche plus à vraiment créer d'univers alternatif et qui va davantage s'amuser qu'autre chose. Au point que, finalement, on retombe dans des choses qui sont étonnamment déjà vues, parce qu'on pourrait se dire, c'est tellement décomplexé, au moins, c'est un vrai what if fort. Bon, finalement, Batman qui affronte un Bane qui prend trop de poison et qui devient une espèce de bête. Oui, alors je crois que littéralement dans chaque jeu vidéo Arkham, on affronte un Bane à qui il arrive ça. Donc c'est vraiment du déjà vu 1000 fois et du déjà éprouvé 1000 fois parce qu'on l'a carrément joué. Et finalement, c'est ce que vous disiez aussi, Bane, je l'ai finalement trouvé plus redoutable encore dans les comics de Tom King, où il n'avait pas besoin de devenir un monstre comme ça, parce qu'on voyait déjà on le voyait davantage avoir un vrai impact sur le quotidien de Bruce Wayne, on voyait davantage son intelligence, parce qu'on ne devait pas mettre son intelligence de côté dès lors qu'il s'agissait de mettre une grosse bagarre, parce que s'il est à la fois intelligent et super fort à la bagarre, forcément il bat Batman. Donc là dans le comics, on a l'impression qu'on triche un peu, et c'est un peu dommage d'essayer d'établir cette espèce de monstre invincible,
pour que il soit battu comme n'importe quel boss de jeu vidéo un peu facilement. Et même ce qu'on pourrait trouver le plus gore et le plus dérangeant, y compris dans l'annual de Warren Johnson, ça m'a moins choqué que ce qu'on pouvait trouver chez, par exemple, dans les comics, dans les Preacher de Garth Ennis et Dillon, où c'est aussi, on a aussi des choses un peu organiques, un peu dérangeantes, et aussi des choses un peu bébêtes des gentils qui vont être tabassés, des suprémacistes, du KKK blanc, enfin voilà, vraiment tous les délires complotistes suprémacistes nazis qu'on peut imaginer. Et ça allait un peu plus loin, c'est un peu plus dérangeant. Là, c'est presque un petit peu facile politiquement. Donc voilà, ça remplit vaguement sa promesse, mais je trouve que c'est un peu facile, que c'est pas si inventif que ça crée pas vraiment de code d'un nouvel univers, qu'on a surtout un Snyder qui s'amuse. Et je me demande vraiment comment ça va se goupiller avec les histoires absolutes, puisque encore une fois, le but c'est que a priori, ça se déroule dans le même univers qu'Absolute, Superman et Wonder Woman notamment, qu'il y a dans l'idée de faire un Absolute Trinity. Et plus Snyder s'amuse, et plus vraiment on se demande comment ça peut se goupiller, d'autant que là, on a vraiment lâché prise complètement sur les questions de cohérence. Autant dans le premier tome, on se demandait, tiens, mais en fait, comment ça se fait que Bruce Wayne s'est aussi traumatisé qu'il a perdu qu'un de ses deux parents, d'où est-ce qu'il tire son argent, comment est-ce qu'il est aussi résistant physiquement, on se posait des questions, il y avait des tentatives de réponse qui n'étaient pas forcément satisfaisantes. Là, dans le deuxième tome, c'est ce que vous avez dit, on laisse complètement tomber, il est invinciblement riche, il peut se prendre tous les coups possibles, y compris par un Bane qui massacre n'importe qui, mais c'est pas grave, c'est Bruce Wayne, donc il est super fort. Oubliez les questions, oubliez la cohérence, oubliez la logique, c'est Snyder qui s'amuse et point final. Du coup, on trahit un petit peu, je trouve, la promesse du premier tome pour s'orienter vers quelque chose de plus divertissant, que j'ai pas forcément trouvé si gore, si dérangeant et si inventif, surtout dans le côté dérangeant que ça, et qui du coup m'a laissé un peu sur le côté, là où je m'attendais à être vraiment emporté par cette volonté de surenchère. Donc, dommage. Ouais, après, c'est vrai que il y a vraiment ce côté, comme tu dis, où Snyder s'amuse, mais je trouve qu'on s'amuse avec lui. Moi, je trouve ça, au final, effectivement, le premier, on découvre plus l'univers. Dans ce deuxième tome, on laisse place à l'amusement et on y va. Et voilà, et comme c'est un tunnel de bagarres et de gros bras et ça explose dans tous les sens. Et c'est fun. Et après, pour revenir sur le côté Bruce Wayne, sur sa construction un peu de la mentalité de Bruce Wayne et tout, il y a quand même cet aspect avec ses discussions avec ses amis, je crois qu'il y a une espèce de flashback où il discute avec Killer Croc ou ses amis autour d'un feu, quand il parle au début par rapport à la mort de Malone, où il fait bien comprendre en gros que Batman, en fin de compte, c'est ce qu'en déduit Killer Croc, Batman, en fin de compte, ce n'est qu'une façon de reproduire aussi le meurtre de son père, ou en tout cas de défier la mort pour, une sorte de compensation, de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé au zoo dans le premier tome pour la mort de son père. Donc il y a quand même cet aspect un peu psycho de Bruce Wayne qui est travaillé. Alors c'est pas l'aspect principal du récit, on est d'accord, hein. On est là pour s'amuser et d'envoyer des patates. Mais bon, c'est pas totalement mis de côté, je trouve. Oui, la relation avec les amis, c'est clairement ce qu'il y a de plus intéressant. Mais c'est aussi pour ça que, contrairement à mes camarades, j'ai préféré le début, celui qui est dessiné par Martin sur Freeze. Bon, déjà parce que le style graphique me plaisait assez, et aussi parce qu'avec cette histoire d'amulette notamment, et puis de deuil de toute l'équipe qui se retrouve et qui où les super vilains, enfin le gang a compris que Bruce Wayne était Batman. Finalement, c'est aussi la partie la plus humaine, et du coup, j'espérais que ce serait davantage développé. En fait, il y a surtout Warren Jones, Killer Croc qui est exploité après. Les autres sont un peu mis sur le côté. Et c'est ce que vous disiez, c'est un peu un one bad day pour tout le monde, et pour tout le monde d'un coup. Et du coup, autant on se demande dans le premier tome comment est-ce que ces personnages, ces super vilains connus font partie du gang de Batman, du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter, à quel point est-ce qu'ils vont ressembler ou se dissembler pas des personnages qu'on connaît. Là, je trouve ça un peu dommage que d'un coup, en un claquement de doigts et hors champ, finalement, on vous dit, tiens, tous les personnages que vous trouviez originaux et intéressants, en fait, voilà, ils ressemblent tout à coup beaucoup plus. Voilà, c'est bon, on a claqué des doigts, on en a fait les personnages que vous connaissez. Bon, c'est un peu dommage, justement. Ouais. Je m'attendais à davantage à avoir ça de façon plus progressive et avec une dimension plus humaine, de vrais gangs qui allaient vraiment entourer Bruce Wayne. Là, voilà, ils sont un peu laissés de côté chaque fois que ça compte. Ils ne sont pas tous et toutes de la même manière, et je trouve que ça va un peu vite là-dedans. Aussi, sans doute, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer Absolute, mais on comprend qu'il y a aussi une volonté d'aller très vite vers quelque part qu'on n'identifie pas trop, mais au détriment de la création d'univers plus posés, plus intrigante promise dans le premier tome.
Ouais, non, je suis d'accord dans le sens où la relation qu'il a avec ses amis ça aurait pu être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus approfondie. Euh, Finalement, il y a un truc de groupe qu'on a pratiquement jamais vu avec Batman, et ça aurait pu être vraiment très intéressant. Là, c'est vrai que dès le deuxième tome, il leur arrive malheur, et du coup, on a vraiment. J'ai peur qu'il y ait le syndrome du. Il faut forcément qu'ils arrivent à l'état où ils doivent arriver. Il faut que le pingouin, ça le pingouin, double face aussi. Et ça aurait été bien de faire ça justement dans la continuité, de voir la création de monstres. Alors que Bane, on voit sa création dans ce tome-là, hein, puisque on voit sa construction. D'ailleurs, c'est pas spécialement éloigné de tout ce qu'on a vu sur Batman Rises, avec cette île toujours qui est au centre de son histoire. Euh, et effectivement, Snyder est allé piocher dans les films, dans les comics, sans forcément que ça soit non plus le truc le plus original. Et il y a un peu des facilités. Après, voilà, on est là plus pour le côté spectacle du bouquin. Mais c'est vrai que ça manque un tout petit peu de fond quand même. Voilà. Et puis on est là pour le côté spectacle, mais encore une fois, c'était pas exactement ce qu'avait promis le premier tome. Il y avait un côté fun qui était original, intriguant et qui était assez chouette. Moi, j'aimais beaucoup justement cette curiosité pour cette terre parallèle, mêlée à ce côté un peu décomplexé, mais pas totalement non plus. Mais on n'avait pas l'impression non plus que le deuxième tome allait juste être complètement gore et complètement décomplexé, complètement fun. C'était pas exactement les bases sur lesquelles on partait dans le premier tome. Et bon, c'est du coup non. Je suis pas d'accord quand tu dis qu'on s'attendait vraiment à ce spectacle-là. Snyder, là, vraiment, il fait juste du Snyder, alors que justement, j'ai l'impression que le premier tome avait aussi été une très bonne surprise. Il y avait aussi eu des ventes assez colossales parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ce que Snyder ait cette approche vraiment originale en étant à la fois fun au point où on reconnaît Snyder, mais aussi dans une vraie compréhension de Batman et de ce que c'est que de créer un univers de comics tel qu'on le connaissait des premiers Snyder, alors que là, il est juste dans les caricature. Et je pense que s'il avait fait ça dès le premier tome, ça n'aurait pas eu le succès, autant de succès que ça en a eu finalement, parce que ça aurait davantage ressemblé à ce que les gens avaient moins aimé dans le dernier Snyder. Bon, ma foi, c'est comme ça. Ouais. Très bien, les amis, passons aux notes. Benoît. Je vais être très indulgent, je vais y mettre un 4. 4. Benoît, Kevin. Moi, je lui mets un 5. Un 5 sur 5. Ah, il y a du chèque là. Siegfried. Il faut partager le chèque, hein, c'est pas juste. Ouais, c'est dégueulasse. 2,5. Hein. 2,5 la moyenne quand même. Et moi, je lui mets un 4 aussi. Je suis Benoît sur ce coup-là. J'ai bien aimé. Alors, effectivement, vous avez été payé, vous aussi, un 4. C'est une bonne note. 4, ça va. Un 4. Il nous manque un petit 0 sur le chèque. Je l'ai payé, ma BD, moi. 3,8 quelques. Donc, en gros, ça nous fait, si on arrondit, ça nous fait un 4, hein, les amis. 4 sur 5 pour ce deuxième tome de Batman Absolute. Absolute Batman tome 2. Je ne sais plus quelle était la note du premier, mais je pense qu'on était peut-être pareil. Donc, on est quand même sur quelque chose de bien. Je n'ai pas pu encore mettre d'alerte Siegfried. Hein, on n'est pas monté au-dessus de 2,5. Mais du coup, je vais tenter ma chance avec le prochain récit, les amis. Le prochain récit, ça va être du Batman, du Robin, les débuts de ce dynamique duo. Et je vais laisser la parole du coup à Benoît pour nous parler de ce Batman et Robin année 1, tome 2. En préambule, juste pour vous dire que ça coûte 20,50 €. C'est pour 152 pages et ça a été publié le 20 février 2026. Et c'est Mark Waid et Chris Samney au scénario et dessin. Oui, effectivement, on retrouve donc sur ce tome 2 Mark Waid, notre scénariste du moment préféré. Il est partout. Un peu Alors, trop. moi, je poserai après la question à Siegfried de savoir si ça a été publié avant ou après le second mandat de Trump, mais vas-y. Alors ça, je sais pas, ça tient. Bon, du coup, oui, voilà, c'est la deuxième partie de la première année de Robin. Donc on retrouve toujours cette ambiance gangster, un peu plus quand même terre à terre que dans Absolute, on va dire. Avec justement. Oui, là c'est pas pour public averti. Bon, un peu moins, disons, il y a quand même quelques meurtres.
Mais donc on a Oui, c'est toujours vrai, c'est vrai. Ouais. ce parrain de la mafia qui veut absolument arriver à contrôler Gotham. Et pour ça, il va devoir utiliser Gueule d'Argile, qui va se faire passer, il va utiliser son don pour se faire passer pour des protagonistes, etc. Il va y avoir une relation beaucoup plus construite qui va se faire entre Batman et Robin, ou plutôt entre Bruce Wayne et mince, comment il s'appelle? Et Dick Grayson, Dick, je vais y arriver. Ouais, ouais. J'allais dire Tim Drake, mais je suis sur le Chronicle de tout à l'heure. c'est plus le même récit. On a C'est plus le changé, même ouais, récit. c'est Ouais. vrai. Voilà, c'est ça, puisqu'on va avoir des questions sur l'adoption, dans le sens où, disons que Bruce Wayne, c'est peut-être pas forcément le meilleur père qui soit, et en fait, on va lui enlever Robin. Et il va essayer d'une certaine façon de le récupérer, mais en même temps de pas le récupérer, etc. Donc il y a cette relation en gros qui se construit entre eux, savoir s'il doit être Robin ou pas, s'il lui fait courir un danger. Et en même temps, il y a cette histoire de mafieux derrière où il faut forcément arrêter les méchants. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon récit. Honnêtement, je l'ai lu il y a un petit moment et il m'a pas laissé non plus une marque indélébile. Je classe ça dans les bons récits, peut-être à relire de temps en temps. Mais voilà, tout simplement. Ok, Par contre, les Kevin, dessins sont magnifiques. les dessins de Chris Samney sont cool. Ah ouais, Vraiment, c'est magnifique. J'adore cet artiste. C'est vraiment un super artiste. Je sais pas si vous avez lu Firepower notamment. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Kevin, tiens, ton avis sur ce Batman et Robin? Ah, micro coupé, attention. Pardon. J'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'est le seul récit de Mark Waid que j'apprécie en ce moment. Tiens à le dire quand même. Le seul et l'unique. Ce que tu voudrais dire pas que ce déconner non récit plus, avait faut pas été déconner. préparé avant l'élection de Trump, non. Bon, ça c'est une private joke qu'on a fait dans le précédent podcast où on parlait Tout à fait. je crois que c'était le précédent Bat Reviews d'ailleurs, où on parlait de Mark Waid, C'était non le Justice League, je crois. Le Ouais, Justice par League, rapport ouais. à Justice League. Enfin bon, Mark Waid est de partout en ce moment, donc... Il est partout, c'est pas bon ce qu'il fait, mais là on est sur quelque chose de très bon. Franchement, c'est bien écrit. Surtout, ce que j'apprécie le plus depuis le tome 1, c'est la relation Bruce Wayne, Dick Grayson, qui est vraiment pas mal, je trouve. Franchement, c'est bien de découvrir comment tout a commencé, voilà, entre eux deux, ce qui est plutôt pas mal. Là, pour ce récit-là, pour ce tome 2, on est sur quelque chose on est plus centré sur Gueule d'Argile et Double Face. Sur le tome 1, on était plus centré sur les personnages un peu mafieux, voilà, ça tournait un peu là-dedans. On avait Harvey Dent également, mais c'était plus du secondaire. Là, Ouais. Après, on les retrouve pas mal aussi, les mafieux, au final. on les retrouve pas mal, mais c'est quand même, on a vraiment Gueule d'Argile sur le devant de la scène. Chose qui est plutôt bon aussi, parce que Gueule d'Argile, il a quand même un très bon rôle dans ce récit. C'est bien la première fois, je trouve, qu'on Tu dis ça parce que c'est un ancien acteur, c'est ça? Non. Pas ici, je crois. Hein. Là, on est vraiment la version Matagan qui n'est pas la version Basil Carlo. Oui. À mon avis, Oui. ils ont choisi Matagan, je pense, parce que c'est le Gueule d'Argile qui sera dans le film de James Watkins, normalement prévu pour la fin d'année. Mais du coup, c'est pas la version acteur. T'es sûr? Il me semble qu'ils font référence au fait que c'est un ancien acteur raté à un moment donné, dans le récit. En tout cas, il s'appelle Hagen. Il y a Benoît, t'as micro coupé, je t'ai vu parler, mais... Oui, je crois qu'ils y font référence. Hein. Ils y font référence, mais il s'appelle Hagen. Oui, il s'appelle Matt Hagen, mais je crois qu'ils font référence au fait que c'est un ancien acteur raté, un truc comme ça. Je sais plus qui lui fait cette remarque-là, je sais plus si c'est Double Face ou Grimaldi. Je sais plus, mais c'est fait référence à un moment donné. Donc bon, ils ont peut-être fait un mix après. Avec un nom comme ça, il aurait mieux valu qu'il monte un cirque. Grimaldi. Oui, et en tournée dans vos régions. Voilà. En tout cas, on a plusieurs versions c'est vrai qu'on a plusieurs versions de Gueule d'Argile, mais là, je trouvais que il avait quand même un rôle beaucoup plus central, beaucoup plus important quand même dans ce récit-là. Et ça fait plaisir à voir, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Même pour Harvey Dent aussi, je trouve qu'on a un double face qui est présent et qui est aussi très intéressant, en tout cas qui
qui est bien écrit. Et sinon, ça reste quand même un récit assez court. Il se lit assez rapidement. Et là-dessus, je rejoins Benoît. On a un dessinateur, mais de malade. Franchement, c'est juste magnifique. C'est juste incroyable ce qu'il fait. Moi, je le connaissais pas. Je n'avais pas lu de récit de ce dessinateur-là. Et en tout cas, il fait on de lui passe le l'excellent travail. bonjour à Chris parce qu'il nous écoute, forcément. Donc, Oui, bisous, Chris. Bisous. On a aussi une version des 2 récits qui sont assemblés en noir et blanc. Et du coup, je l'ai également. Et j'ai trouvé que au niveau des dessins, le noir et blanc, ça passe, mais extrêmement bien, ce dessinateur-là. C'est vraiment incroyable. Donc, ça fait plaisir à voir également. Et donc, moi, le récit, j'ai apprécié le récit, le scénario. Chose étonnante, comme je l'ai dit pour Mark Waid. Mais voilà. J'ai passé un très bon moment, en tout cas, le lisant. Et c'est vrai qu'il, comme disait Benoît, il n'est pas non plus mémorable. Mais c'est vrai qu'on le met dans la catégorie des très bons récits qu'on peut relire de temps en temps, qui est plutôt intéressante, surtout pour la relation entre Batman et Robin. Ouais, non, c'est vrai que c'est cool. Après, il y a beaucoup de références. Je trouve que Mark Waid s'amuse aussi à mettre pas mal de références à la pop culture ou à l'univers de Batman, tu sais, style la série télé, les trucs, des références qu'on voit des mèmes qui sont même des mèmes maintenant, tu sais, Batman et Robin qui sont en train de monter un immeuble, des trucs que tu vois comme ça et qui sont devenus des références de pop culture. Et dans ce récit, on le retrouve. Alors, je sais pas si ça vient que de Mark Waid ou s'il y a aussi un peu de Chris Samney dedans, mais en tout cas, on sent qu'il s'amuse à faire ce récit-là. En plus de faire une histoire qui est plutôt sympa. Siegfried, t'as aimé ce Batman et Robin année 1, tome 2 ? Bien mieux que le premier en tout cas, puisque le premier c'était vraiment pour moi une version plate de All-Star Batman et Robin, dont l'idée était de raconter un peu les débuts un peu conflictuels entre ces 2 personnages. Là finalement, il y a moins d'enjeux, du coup c'est un titre qui est quand même moins fort, parce que leur relation elle est plutôt conflictuelle. Enfin, c'est presque une histoire de Batman et Robin classique dont on ressent pas tant que ça le côté Year One, mais du coup dans cette facilité, au moins il n'écrit pas mal trop d'enjeux, puisqu'il y a plus tant d'enjeux que ça, et au moins il y a une espèce de classicisme enthousiasmant, un peu Golden Age, qui pour le coup est vraiment très bien retranscrit, et ce qui est presque étonnant comme humilité de la part de Waid, qui, comme on l'a dit, en parallèle écrit au contraire des délires cosmiques avec 350 personnages où lui-même ne semble plus savoir où donner de la tête et qui n'ont absolument aucun intérêt. Là, au contraire, on a vraiment une volonté de se raccrocher à ce qu'il y a de plus humain chez Batman et Robin, pour quelque chose qui est vraiment chaleureux, enthousiasmant, qui est plutôt chouette, mais qui, du fait de ce manque d'enjeux vraiment forts, est quand même peut-être un peu oubliable, malgré les dessins de Chris Samney, qui est un dessinateur que moi j'aime beaucoup. Son Rocketeer, je crois que ça fait partie des premiers comics que j'ai lus. Ce qu'il a fait sur Daredevil ou sur Thor aussi, c'était assez remarquable. Il a un trait, en gros, entre Mazzucchelli de Year One et Batpantas, et du coup, c'est un trait qu'il maîtrise vraiment toujours. Donc, il n'a pas besoin de grosse inventivité en termes de composition de planches, parce qu'il retranscrit vraiment une espèce d'ambiance un peu noire qui se prête vraiment à une espèce de classicisme de Batman et qui fonctionne avec cette espèce de simplicité de Waid. Il y a évidemment, ça va pas sans facilité. Le plan des méchants, c'est on va remplacer des personnages influents par des clones. Bon, c'est un truc qu'on a déjà vu des milliers de fois, avec la grosse incohérence habituelle que on a clairement établi que ces clones n'ont pas les souvenirs des personnes qu'ils clonent. C'est vraiment juste tiens, on a une copie de toi, elle va essayer de se faire passer pour toi. Du coup, on se demande un peu comment remplacer, en gros, toutes les personnes importantes, tous les bourgeois, tous les politiciens de Gotham d'un coup par des clones qui ne connaissent absolument rien de leur vie, va passer inaperçu, sachant que toutes ces personnes ont des amitiés, des relations de famille, des épouses, de famille, énormément des connaissances professionnelles, et tout ça c'est oublié du jour au lendemain, mais personne ne se rend compte de supercherie. C'est une incohérence qui est quand même un peu grossière. Il y a pas mal de facilité aussi sur la conclusion qui arrive un peu facilement. Enfin, comme d'habitude, il y a un propos intéressant et un problème intéressant qui est résolu un peu trop facilement parce qu'on ne pouvait pas aller si loin, mais il y a quand même quelque chose qui est assez chouette. Il y a un discours qui est vraiment politique, et là on sent que vraiment Waid s'adresse à Trump, notamment sur le fait que quand on a peur de dire que ce que font les des méchants institutionnels, pas forcément criminels, est complètement anticonstitutionnel, mais en même temps que
si les puissants veulent faire quelque chose, ils vont le faire, et peu importe que la Constitution n'aille pas dans leur sens, qu'est-ce que vous voulez faire contre eux de toute façon? Et ce discours, il est quand même assez clairement établi, sans être non plus trop poseur, et je trouve ça que c'est une bonne manière de mettre des thèmes politiques dans des comics sans être trop frontal et du coup trop pédagogique non plus. D'autant que encore une fois, comme le thème, c'est le remplacement des personnes au pouvoir par des personnes qui sont du côté du grand méchant, ça rappelle vraiment la politique qu'a Trump depuis la fin de son premier mandat et depuis le deuxième mandat, de remplacer chaque fois qu'il le peut, chaque personne qui part d'une grande institution par une personne qui lui est proche pour imposer son pouvoir, même quand il n'est plus à la présidence. Bon, c'est un peu exactement ce que fait Macron aussi. Du coup, espérons qu'on aura un Batman pour lutter contre ça. Mais voilà, il y a en tout cas un propos assez clair contre Trump qui essaie de renouer avec le vieux système des spoils aux États-Unis qui consistait à remplacer toute l'administration par celle qui nous soutient pour essayer d'imposer son pouvoir. Et c'est assez chouette et assez bien mis en scène, tout en étant, voilà, comme on l'a dit, assez gentil, mais gentil dans le bon sens du terme. Donc, j'ai vraiment bien aimé. Ça ne méritait peut-être quand même pas un DC de luxe. En fait, le seul intérêt d'un DC de luxe, c'est que le format permet de vraiment mettre en valeur les traits, les couleurs de Chris Samney. Et ça, c'est vraiment chouette. Et je pense aussi que c'est un récit qui plaît et qui enthousiasme autant notre époque parce ça manque un peu en fait. Ce qu'on a dans Batman, c'est beaucoup soit de comics qui sont un peu sombres et un peu gratuitement sombres sans vraie raison de l'être, ou d'énormes délires cosmiques. Et on n'a plus vraiment de ces histoires humbles. C'est un peu ce qu'on disait pour le Batman Chronicles par exemple, d'histoires un peu plus terre à terre, plus humaines, plus gentilles, d'histoires qui ne cherchent pas forcément à tout révolutionner avec des serial killers qui tuent forcément 3000 personnes et qui obtiennent des méga pouvoirs pour menacer 25 réalités. Il y a une humilité humaine qui fait que c'est très agréable à lire. Malheureusement, être agréable à lire, ça ne suffit pas à en faire un futur classique. À mon avis, c'est un comic qui sera quand même vite oublié. Mais ça fait plaisir à notre époque où on se désintéresse de plus en plus des continuités parce que elles sont quand même assez décevantes et elles sont décevantes depuis une belle éternité. Donc, ça fait plaisir de relire des choses qui racontent juste un Batman comme on l'aime, avec un Robin comme on l'aime et des intrigues simples, très joliment dessinées, qui sont écrites sans vrai défaut, avec quelques facilités, mais qu'on accepte très bien parce que c'est du divertissement gentillet. Et c'est un petit peu méprisant, mais dans le genre du divertissement gentillet, c'est vraiment très impeccable et ça rassure de voir que Mark Waid est encore capable de décrire des histoires comme ça. Benoît, tu voulais intervenir peut-être, non? Micro coupé, mais... C'est juste que je capte très mal et du coup, Okay. de temps en temps, je vous vois plus ni rien. Voilà. Ok. Nous aussi, de temps en temps, on te voit plus, mais je savais pas si toi, tu nous voyais. Bon, en tout cas, n'hésite pas à intervenir à un moment donné si besoin. Est-ce que quelqu'un va rajouter quelque chose sur ce Batman et Robin? On est tout bon, on va passer en notes, les amis. Kevin, quelle est ta note? Moi, je mettrais un 4. Allez, un 4 pour Kevin. Benoît? Ouais, pareil. Un 4 aussi. Siegfried? 3,5. 3,5, tout ça pour pas que je sonne l'alerte. Ouais. Je le savais. Moi, je mettrais 3,5 aussi. Je te suis, Siegfried, sur ce coup-là. Et ça nous fait une moyenne de 3,75. Alors, 3,75, il faut trancher, les amis. Soit 3,5, soit 4. Pour les dessins, on peut mettre 4. Pour les dessins, on va mettre 4. Je cherchais une justification. J'allais dire, on est positif dans ce podcast et on va dire 4. Pour ce Batman et Robin année 1, tome 2, les amis, qui vient conclure, hein, si je ne me trompe pas, il n'y aura pas de tome 3 pour cet ouvrage-là et ces histoires de Batman et Robin année 1. Voilà pour ce récit. Passons tout de suite au dernier. Une petite curiosité, puisque c'est un récit qui date de 86, si je ne m'abuse. C'est ça. Qui s'intitule Legends, et c'est une première partie, le premier tome. Alors là, on retrouve bien entendu un peu de old school, les amis. C'est John Ostrander, Len Wein et un collectif au final qui travaille sur ce volume-là, parce qu'il y a beaucoup de numéros qui se retrouvent dans ce volume. 32 €, 408 pages, et ça a été publié le 6 février 2026. Tiens, Siegfried, tu l'as lu, présente-nous-le.
Juste, Oui, merci. je vous coupe, Ouais, je, Benoît. je vous coupe avant. Malheureusement, je vais devoir vous quitter. Ouais, Je ne l'ai pas lu celui-là, mais j'espère le lire. Écoutez, je vous dis à bientôt. Et désolé de vous couper comme ça. pas de souci. Salut Benoît. Salut. À bientôt, salut. Ciao. Siegfried, à toi la parole. Alors, ça fait partie des DC Paperback, qui est une initiative sur laquelle j'avais dit être un petit peu dubitatif, parce que l'idée, c'est de republier de vieux grands classiques, de vieux comics, de vieux grands arcs, qui ont pu être des classiques, mais qui sont un peu tombés en désuétude, parce que ça reste à la fois un peu vintage et pas si impactant que ça, ni esthétiquement, ni thématiquement, ni en termes de continuité. Donc, après, on avait que... quand même des récits importants comme No Man's Land ou des choses comme ça. Oui, mais pas seulement, justement. Ça fait plusieurs paperbacks qu'on commente et qui sont aussi des histoires typiques des années 80, voilà, mais des grosses choses de 500 pages avec beaucoup de tie-in qui sentent aussi leur époque. Moi, je trouve ça vraiment très chouette en termes de patrimoine qu'on publie ça. Et en même temps, je suis surpris parce qu'on est aussi dans une époque où Urban eux-mêmes annoncent ne pas tout publier, devoir vraiment suivre de très près les chiffres du marché pour voir si on va continuer telle série ou pas, par exemple. Et en même temps, on va publier des récits comme des arcs et des grands arcs un peu mineurs des années 80. Donc, je suis un peu surpris que ça soit une priorité éditoriale, mais en même temps, je trouve ça chouette, même si je trouverais que, pour moi, ça aurait plus de sens dans une époque d'abondance éditoriale d'avoir ça en bonus plutôt que d'en faire une vraie publication. Mais enfin, j'étais content de le lire en tout cas, parce que j'avais jamais lu Legends, qui est donc effectivement un event de 86. Si vous avez votre chronologie bien en tête, c'est le premier gros event après Crisis on Infinite Earth en 85. Donc l'idée, c'est vraiment c'était un peu le début de cette époque de une crisis par an, même si maintenant on est à presque deux crisis par an, avec une crisis qui est assez étonnante dans le bon sens du terme, parce qu'elle est étonnamment terre à terre. Donc normalement, c'est un retour en gloire de Darkseid. D'ailleurs, ça commence avec l'origine story de Darkseid, qui n'est pas une origine story passionnante, hein. C'est une histoire de frères qui se trahissent. On ne peut plus amnétien classique dans le sens amnétien du terme, mais enfin, ça fonctionne. C'est du John Byrne bien vintage comme il faut, mais l'histoire fonctionne bien, c'est quand même efficace. Ça a des archétypes vraiment dans une continuité, puisque Byrne était vraiment spécialiste à l'époque du 4e monde de Jack Kirby, on prenait vraiment la continuité, donc on est vraiment dans une espèce de Byrne inspiré, y compris dans le trait, par Kirby, qui fait assez plaisir à voir. Et donc ça commence par cette origine story qui donne l'impression qu'on va avoir une intrigue vraiment cosmique. Et en fait, c'est extrêmement terre à terre, parce que le grand plan de Darkseid, c'est de retourner la vie de la population contre les super-héros et super-héroïnes. Donc, c'est une idée qui est un peu déjà vue, mais enfin, en 86, c'est plutôt moderne. En 86, en l'occurrence, ça veut dire que ça sort au moment de Watchmen, par exemple, ça sort au moment de The Dark Knight Returns. Donc, c'est pas non plus l'idée qu'on va retrouver littéralement tous les 6 mois, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Et pour ça, il envoie sur Terre Glorious Godfrey, qui est donc un néo-dieu, pour manipuler les civils contre les super-héros. Et de façon assez intéressante, puisque on a vraiment des grands discours dans les médias, plus quelques faits manipulatoires. Par exemple, Darkseid envoie une espèce de clone, de monstre vaguement confectionné par lui, vaguement robotique, pas vraiment une véritable créature, se faire massacrer par Shazam, et du coup Shazam va par exemple en ressentir beaucoup de culpabilité d'avoir suscité la mort de cet être dont en fait il n'est pas vraiment responsable, et va jurer de ne plus jamais devenir Shazam. Et voilà, donc il y a un mélange de petites techniques manipulatoires de Darkseid et de retournement, de manipulation d'opinion contre les super-héros et super-héroïnes, qui est plutôt chouette et qui est un peu étonnant, parce que Darkseid et d'Apocalypse, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il ait un plan aussi humble, entre guillemets, surtout pour une crisis après la Crisis Infinite Earth. Donc c'est assez rafraîchissant, même si on se doute qu'évidemment, là, c'est encore une fois, on est que dans la première partie. On se doute qu'en deuxième partie, surtout qu'il annonce, lui, des espèces de méga molosses de l'enfer, ça va prendre une autre ampleur. Mais enfin, c'est. Ouais, deuxième partie prévue pour le mois prochain, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est la fin. Je ne suis pas sûr à 100%, mais il me semble. L'une des curiosités de Legends, d'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure, c'est là-dedans qu'il va créer Amanda Waller. C'est pas dans les Suicide Squad du premier tome, mais la confusion était possible aussi parce que c'est pratiquement à la même époque, et surtout c'est le même scénariste, John Ostrander. La plupart de ces comics étant donc vraiment pilotés par John Ostrander, Lynn Wein et John Byrne, parce que y compris les comics qui sont scénarisés par Ostrander et Wein sont dessinés par John Byrne.
qui scénarise aussi d'autres comics. Voilà, c'est vraiment le trio qui va piloter toute cette histoire. Mais il y a énormément de tie-in, et en fait, c'est ce qui va vraiment déboussoler, je pense, au lectorat, c'est que la plupart des tie-in, on se demande même quel rapport ça a et qui a décidé que c'était un tie-in de Legends pour le publier à l'intérieur. On a par exemple l'origin story du Phantom Stranger, et en fait, on n'a pas l'origin story, on a 4 origin stories possibles de ce personnage, parce qu'en fait, il est tellement mystérieux qu'on ne connaît pas son origine, et du coup, on a 4 origin stories, coup sur coup. Donc, on lit la première, on se dit, d'accord, c'est ça l'origin story de Phantom Stranger, pourquoi pas. Tout à coup, on en a une autre, on se demande, mais comment est-ce que c'est compatible avec la première, puis une troisième, puis une quatrième scénarisée par Alan Moore, et du coup, ça n'a pas grand sens. Et c'est une chouette initiative, c'est-à-dire que le personnage est tellement mystérieux qu'en fait, on ne connaît pas son histoire, mais on va quand même essayer de raconter des histoires, des origin stories possibles, surtout que la plupart sont assez chouettes. Mais quel rapport avec Darkseid, quel rapport avec ses complots? Il n'y en a absolument aucun. Et il y a plein de tie-in comme ça. Il y a un tie-in avec Magpie, par exemple, qui, pareil, n'a aucun rapport avec le reste, et qui est la seule intrigue dans laquelle Batman soit vraiment impliqué. Enfin, voilà, c'est vraiment très étonnant. L'avantage, c'est que ça permet de mettre en avant des personnages qu'on voit assez peu. On voit par exemple le Cosmic Boy qui est particulièrement mis en scène. On a des histoires assez chouettes de Firestorm. On a un peu, comme je l'ai dit, de Shazam. On a un peu de Booster Gold. On a un peu de Blue Beetle. Donc on est dans quelque chose. Comme vous voyez, c'est des personnages qui sont pour la plupart cosmiques, qui viennent d'autres époques. Enfin, des personnages qui ont normalement un gros impact et qui là sont impliqués dans des histoires vraiment très terre à terre, toutes. Ce qui est c'est l'exact opposé de ce que Wade aurait fait à l'époque ou ferait aujourd'hui, et c'est très étonnant d'avoir quand vous pensez Cosmic Boy, Blue Beetle, Booster Gold dans une intrigue avec Darkseid, vous vous dites on va avoir des espèces de gros combats dans l'espace, et vraiment encore une fois là c'est l'exact contraire qu'on a avec des tie-ins qui vont dans tous les sens, dont on ne sait pas trop ce qu'ils racontent et qui sont pratiquement meilleurs que les Legends à proprement parler, parce que finalement l'intrigue avec Darkseid n'est pas ce qu'il y a de plus important, et surtout n'est pas ce qu'il y a de plus étonnant à notre époque, où ce genre d'espèce d'intrigue politique et de manipulation des médias et de la population, on en soupe pas mal. Et bon, évidemment, comme ce qui est paru en même temps que Watchmen, c'est évidemment beaucoup moins poussé que Watchmen. Mais enfin, ça reste chouette, parce qu'encore une fois, les personnes impliquées, Ostrander, Wine et Byrne, c'est un peu des vrais géants des années 80-90 qui s'amusent vraiment et qui ont une vraie sincérité dans le traitement de tous ces personnages. Et bon, évidemment, il y a énormément d'autoristes qui sont impliqués, mais je comprends pas trop, encore une fois, cette démarche. Je ne comprends pas qui a choisi de mettre tous ces tie-in, qui s'est dit que ça avait rapport avec Legends, et ça n'en fait pas une bonne histoire parce que ça va dans tous les sens, mais ça en fait une vraie curiosité qui est vraiment très chouette à lire, parce que c'est une bonne manière d'appréhender des personnages dont on n'entend plus trop parler et des scénaristes de talent qui vont un peu dans tous les sens. C'est une bonne lecture pour comprendre un peu cet état d'esprit de la fin des années 80 en dehors des gros comics cultes qu'on connaît. Moi, je vais lire la suite avec beaucoup de curiosité. D'ailleurs, je vois que cette curiosité est partagée par pratiquement toutes les critiques que j'ai lues ou entendues par d'autres chroniqueurs sur ce comic. Et je comprends tout à fait que ça suscite cette espèce d'étonnement, parce que c'est pas du tout ce à quoi on est habitué, y compris en matière d'édition, pas juste en matière d'histoire, parce que l'histoire elle-même est assez classique. Mais voilà, ça permet vraiment une espèce d'exploration vintage d'une espèce de bazar thématique qui fait assez plaisir à voir. Ok, alors tu sais que tu seras le seul à noter, et surtout que l'alerte Siegfried ne pourra sonner qu'à ce moment-là, donc à toi de choisir la note de ce récit, Siegfried. Legends, tome 1. Non, mais quand même pas, vous avez quand même compris que c'était pas non plus un coup de cœur absolu, enfin ça reste quelque chose d'assez vintage. Non, j'aurais tout essayé. T'aurais tout essayé, Nico, mais c'est pas possible. Pas ce mois-ci, malheureusement, espérons pour le prochain. Non, mais je mettrai 3,5 pour la curiosité. Dans le prochain, ça va être compliqué. Le prochain mois, ça va être compliqué. Le mois prochain, je vous avoue, j'ai pas je suis pas sûr même de la préparer, l'alerte. J'ai pas l'impression qu'on sera dessus. Mais bon, on verra un peu, on peut être surpris. Qu'est-ce que vous êtes pessimiste? J'avais plus misé, disons que j'avais un peu plus misé sur ce mois-ci que le mois prochain, quoi. On verra bien. J'ai pas lu le dernier Halloween, c'est peut-être formidable. Tu n'as pas encore préparé le Bad Talk qui va suivre? Et non. Ouais, non, c'est vrai, il y a beaucoup de pages. Bizarrement, j'en espère un peu plus que Poison Ivy Infinite, mais bon, on sait jamais. On verra pas. Oui, quand même. Ça, c'est sûr. Ouais. Je suis étonné. Effectivement, tu fais bien de rappeler le dernier Halloween qui fait bien partie. Hein, où vous ne vous êtes pas trompé de podcast. On parle bien des sorties février. Il y avait bien le dernier Halloween qui était prévu, mais on a décidé de le sortir de ce podcast pour en faire un Bad Talk consacré entièrement à ce récit-là. Et peut-être parler aussi un petit peu de ce qui était avant. Donc la triptyque Halloween,
on va dire, de Batman. Donc, effectivement, ça va faire le sujet de notre podcast qui arrivera très bientôt. Et on va conclure ce podcast. Alors, comme d'habitude, merci Siegfried, merci Kevin, merci à Benoît qui était là avec nous tout à l'heure. Pour votre présence sur ce podcast et vos avis éclairés. Merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter ou de nous regarder jusqu'à la fin de ce podcast et qui auront été déçus de ne pas découvrir le dernier Halloween dans les reviews du mois. On vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. Ça arrive bientôt, c'est promis. On vous donne rendez-vous sur le Bat Talk qui suivra pour parler de ça. Et puis Batman Deadpool aussi qui était au programme, je le rappelle, je l'ai fait en intro, mais je le rappelle en conclusion. Il était bien au programme de février, mais il est aussi au programme de mars, donc du coup on va en parler le mois prochain, parce qu'il y a un peu moins de lecture de prévu, ça va un peu étaler la charge. Du coup, sur ce les amis, si vous avez aimé, si vous avez envie de donner votre avis sur les récits qu'on a évoqués dans ce podcast, n'hésitez pas à donner tout ça en dessous de cette vidéo, si vous êtes sur YouTube ou dans les commentaires sur Batman Legends, sur les réseaux sociaux. J'ai vu que certains d'entre vous ont même donné des notes sur Apple Podcast ou sur Spotify, n'hésitez pas à le faire si vous avez envie de nous soutenir et ça donne toujours beaucoup de force. Également, merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur YouTube et sur Batman Legends ou les réseaux sociaux. Je crois que j'ai à peu près tout dit, les amis. Vous pouvez mettre des pouces bleus aussi sur YouTube. Vous pouvez mettre des étoiles, vous pouvez mettre des likes, vous pouvez mettre... bon, bref, allez, j'arrête là. J'ai tout donné. Ça nous encourage. J'ai tout donné. Non, mais bien sûr, voilà. En tout cas, merci pour votre soutien et merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt, les amis, pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut tout le Au monde. revoir tout le monde.